Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui se tient en public à l'école alsacienne que nous remercions une nouvelle fois de nous accueillir, et école alsacienne où je vous signale que vendredi prochain, le 8 décembre, se tient un salon du livre avec pas moins de 140 auteurs, dont un prix Nobel, et un ou peut-être même plusieurs prix Goncourt, enfin en tout cas moi, un au moins, j'en suis sûr. Nous allons tenter donc en public et à l'école alsacienne d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Diesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Qui écoute encore la France ?» Il est ainsi chapeauté, comme l'écrit Julien Bisson dans son édito, la France n'a peut-être plus les moyens d'être une voix à laquelle on obéit, au moins peut-elle prétendre encore être l'une de celles qu'on écoute. Entre crise au Quai d'Orsay et errance stratégique, ce numéro du 1 se penche sur les difficultés de la diplomatie hexagonale, mais aussi sur les atouts qui lui restent. Nous mettrons en ligne mercredi l'enregistrement des échanges que nous allons avoir tout à l'heure avec le public, et nous reprendrons le mercredi 13, notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », avec un deuxième entretien avec Laurent de Wild, pianiste de jazz, écrivain et auteur notamment d'une biographie de Thelonious Monk. Notre prochain enregistrement ici même à l'école alsacienne en public aura lieu le dimanche 7 janvier. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. Vous pouvez aussi recevoir le compte-rendu analytique, le compendium de nos enregistrements, de nos conversations, tout simplement en vous abonnant, et vous le recevrez gratuitement dans votre boîte aux lettres de courriel tous les mercredis. Parmi les sujets que nous avons de nous réjouir figure l'augmentation du nombre d'étudiants dans notre auditoire. Ne nous dissimulons pas cependant que ces étudiants ont un défaut. Ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. On pourrait changer ça. Monsieur le Président, oui. C'est une raison de plus pour que ceux qui sont, eux, assujettis à l'impôt sur le revenu mettent à profit les 29 jours en comptant aujourd'hui pendant lesquels les contributions à notre podcast seront défiscalisées à hauteur de 66%. Je vous propose maintenant d'aborder le premier des deux sujets que nous avons retenus et que nous avons intitulé « Le Hamas, mort certaine ou victoire historique ». Après les massacres du 7 octobre et la débâcle sécuritaire pour le pays, la feuille de route que s'est fixée le gouvernement israélien est, je cite, « parvenir à la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas et du djihad islamique de manière à les empêcher de menacer et d'attaquer les citoyens d'Israël pendant de nombreuses années ». Fin de citation. Objectif très proche de celui déjà formulé en 2008 au lendemain de la prise de contrôle par le Hamas de la bande de Gaza, ce qui interroge sur sa faisabilité. Car le Hamas n'est pas seulement une organisation, c'est aussi une idéologie qui, elle, ne va pas mourir. Pour le chroniqueur du Monde Alain Frachon, je cite, « On peut même parier que le pilonnage aérien systématique, les destructions d'habitations, l'exil intérieur et les privations imposées à une population gazaoui martyrisée vont susciter la prochaine génération de djihadistes. » Fin de citation. En poursuivant cette offensive coûteuse en vie humaine palestinienne, l'armée israélienne se retrouve de fait sur le terrain choisi par le Hamas. Comme lors des incursions précédentes, nul doute que ses infrastructures et ses miliciens sont déjà durement touchés, et le seront plus encore, mais l'éradication promise par les autorités israéliennes supposerait une campagne de plusieurs mois étendue à la totalité de Gaza. Or, l'armée israélienne ne dispose pas d'une maîtrise totale du temps, et la mondialisation du conflit, ainsi que la sensibilité des opinions que l'on peut déjà constater, jouent contre elle. Sa stratégie offensive pèse lourdement sur l'image d'Israël. Le décompte quotidien des pertes civiles à Gaza donné par le Hamas ne peut pas être vérifié, mais les images et les témoignages qui parviennent de l'enclave attestent qu'il y a de très nombreuses victimes, parmi lesquelles
60 journalistes et de très nombreux enfants. Wassim Nasr, journaliste à France 24 et membre du Soufan Center, créé par l'une des figures incontournables de l'antiterrorisme, estime dans La Vie, je cite, dans le journal La Vie, je cite, « Qu'en libérant des femmes, des enfants et des personnes âgées, le Hamas renforce son image vis-à-vis d'un public déjà acquis à sa cause dans le monde. » Fin de citation. Ainsi, la scénarisation des remises d'otages pour faire un récit positif adapté aux réseaux sociaux a été immédiate. Le Hamas est donc pour l'instant gagnant dans cette grande bataille des perceptions. Il dure face à une puissance militaire non négligeable, tandis qu'ajoute le journaliste, une éventuelle victoire militaire d'Israël sera toujours relativisée à cause des milliers de civils tués pour l'obtenir. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, je vais citer d'abord une citation d'un responsable israélien qui a été cité par Gilles Paris, journaliste au Monde. « Nous avons mis la barre très haut et nous allons dans cette direction. Nous ne frappons pas uniquement les terroristes et les lance-roquettes, mais aussi l'ensemble du gouvernement du Hamas. Nous visons des édifices officiels, les forces de sécurité, et nous faisons porter la responsabilité de tout ce qui se passe sur le Hamas et nous ne faisons aucune distinction entre ces différentes ramifications. Nous ne sommes qu'au début de la bataille. Le plus dur est encore devant nous et à cela, il faut se préparer. Nous voulons changer les règles du jeu. » Cette déclaration, elle n'est pas récente. Cette déclaration, elle est du chef d'état-major adjoint de Tsahal du 27 décembre 2008. Nous sommes 15 ans plus tard, trois campagnes de guerre, 3 campagnes d'Israël contre le Hamas, et ces mots que je viens de prononcer sont exactement ceux que pourrait prononcer aujourd'hui le chef d'état-major de Tsahal ou le Premier ministre Netanyahou. C'est donc quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Le Hamas n'est pas soluble dans les opérations militaires. Occuper un territoire, détruire quelques centaines ou quelques milliers de combattants, invalider l'utilisation de quelques centaines de kilomètres ou de mètres de tunnels, et même détruire les missiles qui sont le réel pouvoir militaire du Hamas ne change rien. Le 7 octobre n'a pas été une victoire militaire du Hamas. C'est un effet de la défaillance, pour des raisons qui s'expliquent de différentes manières. On ne va pas faire le procès de Tsahal ici, aujourd'hui, etc. Ce n'est pas du tout le but, mais il y a eu une défaillance globale des services de sécurité et de l'armée israélienne dans la protection des frontières, et les gens du Hamas se sont trouvés en territoire israélien, sacrilège absolu, pendant plusieurs heures, et ont réalisé les massacres et les violences absolument inouïes qui ont été retracées, notamment dans un film popularisé par l'armée israélienne et qui est terrifiant à observer. Donc, ils ont fait ça. Ce n'est pas une victoire militaire. Comme ce n'est pas une victoire militaire, la défaite militaire ne changera pas grand-chose. Le Hamas, comme précédemment, disparaîtra militairement. Le Hamas perdra un certain nombre de moyens, mais les missiles, par exemple, dont ils disposent, c'est rien à côté de ce dont dispose, par exemple, le Hezbollah au Liban. Donc, l'enjeu militaire n'est pas un enjeu central. D'autre part, les forces politiques du Hamas se sont tranquillement installées dans des hôtels de très bonne réputation à Doha et ne sont pas du tout atteints par tout cela. Donc, on a une illusion, l'illusion de trouver une solution militaire à un problème qui est politique. Et en revanche, sur le plan politique, ce qui est frappant, c'est que le Hamas a marqué des points de façon extrêmement sensible. D'abord, à cause de la négociation des otages. On avait dit, le Hamas est terroriste, c'est abominable, on ne pourra jamais négocier avec lui. On l'a réintégré dans la négociation, et Netanyahou ne voulait pas cela. Et le gouvernement, les partis d'extrême droite qui étaient associés à Netanyahou, moins encore. Mais la pression de l'opinion publique, la pression pour la libération des otages, a obligé à cette négociation qui s'est faite avec les Américains, Burns, avec le Qatar, et avec le Hamas. Donc ils ont été réintégrés. Donc on ne peut pas à la fois tenir un discours de diabolisation absolue et en même temps
réintégrer la négociation. Deuxièmement, et il faut bien le voir, le Hamas a réussi quelque chose qui est prodigieux, qui a été de remettre le problème palestinien au cœur du débat. Tout le monde avait lâché la Palestine. Tout le monde, les Américains, les Occidentaux, les Européens qui continuaient à vaticiner des formules sans lendemain sur une solution, sur le processus de paix, etc. Tous les États arabes modérés. Moi, j'avais reçu les États de la Ligue arabe dans ma commission, je leur avais dit, ils disaient, il faut soutenir Israël. Je dis, commencez donc. Soutenir la Palestine, pardon, commencez donc. Et il y avait en fait une indifférence fondamentale. Eh bien, le coup du 7 octobre fait que la Palestine, la solution des deux États, est revenue au cœur de la chose. Alors, évidemment, la chose qui est très paradoxale, c'est que le Hamas défend une solution qui n'est pas celle des deux États. Il défend, comme les extrémistes israéliens, mais de l'autre côté, la solution d'un seul État, de la mer jusqu'au fleuve, État palestinien pour le Hamas, État israélien pour l'extrême droite israélienne, et pas la solution des deux États. Or, c'est la solution des deux États qui réapparaît. Et là, le problème se pose, et je termine par là, Monsieur Meyer, pour faire démentir les pronostics sur le fait que je suis interminable, ce qui est vrai. Et surtout, vous avez pris un risque en me faisant commencer. Mais là, le problème pour Israël est terrible, parce que soit il refuse la solution des deux États, ce qui est évidemment un point commun de la plupart des membres du gouvernement, pas de tous, pas des gens qui viennent de la gauche et les centristes qui ne sont pas au gouvernement, mais en tout cas de l'essentiel du gouvernement israélien et de Netanyahou. Il s'est battu toute la vie contre les deux États. Et alors à ce moment-là, il réhabilite complètement la revendication de Hamas, la revendication extrémiste, et Hamas devient la coqueluche de tous les Palestiniens. Soit il fait une manœuvre tout à fait différente, il se prête à une réflexion, à une négociation, à une concertation sur les deux États, mettant en difficulté la base idéologique du Hamas, et il s'engage dans un processus qui n'est pas le sien, et à ce moment-là, on peut effectivement restaurer une autorité palestinienne, dont on voit bien comment elle pourrait émerger progressivement, certainement pas en commençant par une élection qui donnerait les pleins pouvoirs au Hamas, mais en commençant en mettant autour des dirigeants actuels, des dirigeants plus représentatifs, et on s'engagerait dans une réflexion et une négociation sur les deux États, ce qui marginaliserait le Hamas, qui aurait été donc l'instrument du retour sur le devant de la scène du dossier palestinien, mais qui déboucherait sur une solution qui est celle dont ils ne veulent pas. Et là, le dilemme israélien est évident. Pour l'instant, Israël fait la guerre sans avoir aucun but de guerre précisément défini. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire de la bande de Gaza. On ne sait pas, au-delà des violences et de la destruction militaire de l'appareil du Hamas, on ne sait pas vers où ça débouche. Il y a là une responsabilité terrible pour Israël, car évidemment, toute la communauté internationale est prête à s'engager sur l'organisation en tout cas, les Arabes, les puissances arabes modérées, les États-Unis, l'Union européenne, est prête à s'engager sur une solution qui irait progressivement et dans des conditions ô combien difficiles vers les deux États. Nicole Nisotto. Oui, ceux qui sont des fidèles de cette émission ont remarqué que d'habitude Jean-Louis Bourlon parle toujours en dernier, ce qui nous laisse du temps pour parler, parce que là il a tout dit, et avec raison en plus, donc je ne peux que être d'accord. Je vais rajouter quelques points. Premièrement, la victoire du Hamas est effectivement pour moi une victoire historique, mais c'est sur une histoire très courte. Mais c'est quand même une très grande victoire. D'abord parce qu'effectivement, il a montré les failles non seulement du système de sécurité d'Israël, de l'armée, du système de renseignement, mais les failles de la représentation de soi-même qu'Israël avait comme une espèce de sanctuaire au milieu d'un monde arabe. Deuxièmement, il a évidemment entraîné Israël dans une surenchère qui est le piège de toute lutte antiterroriste, c'est d'avoir une espèce de disproportion de la réponse qui pourrait renverser complètement l'image d'Israël dans le monde. Et d'ailleurs, on voit que c'est quand même un peu en train d'arriver,
de victimes, Israël est souvent accusé d'aller trop loin dans la suppression des populations palestiniennes. Troisièmement, il a remis à l'ordre du jour le refoulé palestinien. Ça fait quand même depuis 2016, depuis Trump, que l'ensemble de la communauté internationale, pas seulement les États-Unis et Israël, mais les pays arabes et soutenus par l'Union européenne, ont mis de côté la question des peuples et espéré régler la solution palestinienne par des accords entre États. Donc Israël, Bahreïn, Israël État, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Jordanie, etc. Et peut-être Arabie saoudite, comme si on pouvait faire la paix au-dessus des peuples, sans les peuples, même contre les peuples. Et donc là, la grande victoire, c'est de dire non, il n'y aura pas de solution à la question palestinienne si on ne met pas le peuple palestinien au cœur de la solution. Mais cela dit, donc c'est une très grande victoire, mais sur une courte période de temps. Parce que je pense que la victoire, elle est quand même pas complètement, pas aussi grande que le Hamas pouvait l'espérer. Premièrement, il n'y a pas eu une énorme mobilisation de la rue arabe. Quand on regarde le discours du chef du Hezbollah, j'ai oublié la date, le premier vendredi après les attaques terroristes, Hassan Nasrallah, c'est un discours qui n'est pas modéré, évidemment, ça n'a pas de sens dans la bouche du Hezbollah, mais ça n'est pas un discours d'appel à la guerre sainte contre Israël. Et deuxièmement, il n'y a pas eu non plus d'escalade pour l'instant régionale, ni le Liban, ni le Hezbollah au Liban, ni l'Iran. Alors évidemment, les Américains jouent un rôle majeur dans la dissuasion de cette escalade régionale, mais donc le Hamas n'a quand même pas réussi à mobiliser les pays arabes sur cette question, et chacun reste un peu, même l'Arabie saoudite reste très, très prudente. Et deuxième faiblesse, d'une certaine façon, de cette victoire, c'est que le Hamas lui-même est contesté à l'intérieur. Le fait que d'autres groupes islamistes radicaux, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit le FPLP qui renaît de ses cendres, etc., prouve qu'à l'intérieur même de la mouvance islamiste, il y a une lutte de pouvoir dont peut-être le Hamas est victorieux aujourd'hui, mais qu'il ne pourrait pas peut-être gagner ad vitam aeternam. Et donc, c'est une victoire pas totale, pas parfaite, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, et là je rejoins complètement Jean-Louis, ça n'est pas une attaque militaire, ce n'est pas une répression militaire qui pourra venir, qui pourra mettre un fin au pouvoir du Hamas. Premièrement, parce que c'est d'abord une idéologie, et que, quelle que soit l'organisation, cette idéologie, elle est très présente, et plus la répression va augmenter, encore une fois, c'est le piège de l'antiterrorisme, plus l'idéologie anti-israélienne, parce que c'est vraiment détruire l'État d'Israël, le Hamas, c'est pas vouloir deux États, c'est détruire l'État d'Israël, plus cette idéologie va augmenter. Et donc moi, je crois que la seule solution pour avoir cette conférence internationale dont parle Jean-Louis, et que souhaite Jean-Louis avec raison, c'est d'abord, premièrement, que les Américains et l'Union européenne fassent une déclaration commune sur le fait qu'il faut détruire, ou en tout cas supprimer de toute négociation, les partis extrémistes de la guerre, c'est-à-dire le Hamas d'un côté et l'extrême droite israélienne de l'autre. Et en particulier, le fait que jamais, officiellement, ni les États-Unis ni l'Union européenne n'ont condamné la colonisation israélienne est une responsabilité morale que nous avons dans cette histoire et qu'il faudrait peut-être qu'on accepte aujourd'hui. Et je crois que si on met fin, si on exclut de ce cadre de négociation l'extrême droite, c'est-à-dire les colons, et les groupes terroristes islamiques présents en Palestine, c'est-à-dire à Gaza et peut-être aussi en Cisjordanie, on pourrait avoir le début d'une normalisation et peut-être d'une négociation sur une solution à deux États. Marc-Olivier Padis. De manière assez complémentaire à ce qui a été dit, moi je me suis interrogé sur, quand on dit le Hamas marque des points, effectivement, quelle était la situation de départ. J'ai regardé un peu le Hamas, d'après des enquêtes d'opinion qui existent dans la bande de Gaza, qui sont faits par des institutions internationales. Le Hamas était assez impopulaire en réalité avant le début de ses actions. Vous aviez 2/3 des Gazaouis qui ne faisaient pas confiance au Hamas, dont 43% pas du tout confiance en tant qu'organisation.
Et le Hamas est arrivé à Gaza par des élections en 2006, mais il n'a jamais réorganisé d'élections après. Et s'il y avait eu des élections, ils n'auraient pas été réélus d'après ces enquêtes. Ils auraient eu qu'un quart des voix. Et le seul responsable politique qui émerge un peu, c'est Marwan Barghouti, qui est du Fatah, qui est en prison depuis très très longtemps, mais qui est considéré comme un leader palestinien crédible. Et donc, et même sur l'état de l'économie, les Gazaouis qui connaissaient des conditions économiques difficiles n'étaient que 16% à mettre en cause, à rendre responsable le blocus conjoint d'Israël et de l'Égypte dans leurs difficultés économiques. 16%. Et le reste disait non, mais c'est la faute du Hamas, c'est la corruption, c'est la mauvaise organisation, etc. Donc, ce que on voit, pardon, quand on suit les enquêtes d'opinion, c'est qu'à chaque fois que la situation économique s'est détendue à Gaza, la popularité du Hamas a baissé, puisqu'il n'est pas crédité de l'amélioration. Et en revanche, quand la situation sécuritaire se durcit, la popularité du Hamas augmente. Et donc, il y a un certain risque pour que le Hamas, c'est sans doute d'ailleurs son calcul, soit crédité positivement, finalement, de ces événements. Il faut quand même rappeler, du point de vue des responsabilités, c'est que le Hamas ne pouvait pas ignorer quelle serait la réponse d'Israël après son attaque du 7 octobre et la prise des otages. Donc ils ont sciemment déclenché ces événements militaires. Deuxièmement, comme l'a dit Jean-Louis, cette action du 7 octobre a remis la question palestinienne au centre du jeu. Et effectivement, c'est extrêmement frappant. Moi, j'étais en Israël au printemps pour participer à une rencontre de think tank où il y avait d'ailleurs notre camarade Lucille Schmitt, et on était extrêmement surpris du fait qu'au printemps dernier, personne ne nous parlait des Palestiniens dans des think tanks israéliens qui étaient chargés de réfléchir sur l'économie, la sécurité, les situations militaires, etc. On était extrêmement frappés par la division de la société israélienne qui a été exacerbée par la politique de Netanyahou qui visait à transformer l'état de droit, affaiblir la Cour suprême, politiser la nomination des juges, etc. Et donc, le pays était complètement absorbé par ces querelles internes et plus personne ne nous parlait des Palestiniens. Et ce qui fait que le discours de Netanyahou, qu'il tient depuis qu'il est arrivé au pouvoir, consiste à dire, pour résister à la pression internationale sur la question palestinienne, disent « moi je veux bien mais on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de partenaire pour la paix, donc le sujet n'existe pas ». Et en fait ce discours de Netanyahou, qu'il a accompagné en favorisant l'installation du Hamas à Gaza, puisqu'il a accepter que le Qatar finance financièrement le Hamas, etc. Ce discours de Netanyahou, il a pénétré la société israélienne. C'est-à-dire finalement, tout le monde a accepté cette idée que le statu quo était la moins mauvaise solution et qu'il n'y avait pas de résolution possible du conflit. Et donc on mettait le sujet de côté et on s'intéressait à autre chose. Et de fait, là, on revient. Et du coup, la question qui est, tout le monde parlait, des accords d'Abraham. C'était ça le grand sujet, c'est-à-dire qui ont été signés donc des accords de paix et de reconnaissance entre Israël et le Maroc, et les négociations étaient en cours avec l'Arabie Saoudite. Et là, si c'était signé avec l'Arabie Saoudite, effectivement, la question palestinienne passait très largement au second plan. Et là, elle est revenue au devant de façon tragique de l'actualité. La question qui est posée, qui est quand même légitime, c'est quel horizon ? Qu'est-ce qui se passe le jour d'après ? Et là, effectivement, on voit mal qu'Israël puisse réoccuper Gaza, comme ça a été le cas avant l'évacuation unilatérale de 2005. On ne voit pas quelle autorité palestinienne pourrait reconstruire Gaza. Et donc, seule une mobilisation internationale semble en situation d'offrir des perspectives localement. Nicolas Bavrez. Pour qu'une institution survive, il lui faut des traditions. Et c'est vrai que la tradition du Nouvel Esprit Public, c'est que Jean-Louis Bourlange dit tout et nous, on fait le reste. Et donc, j'essaierai moi aussi un modeste contrepoint en repartant de la citation qu'il a donnée du général israélien en 2008. Et effectivement, le Hamas a réussi à changer les règles du jeu. C'est le Hamas qui l'a fait, et il l'a fait
j'allais dire, au-delà même, je pense, de ces espoirs. Sur le plan militaire, comme on l'a dit, le 7 octobre, enfin, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est une chose, mais ce qui restera très longtemps, y compris dans la mémoire d'Israël, c'est la fin de l'inviolabilité du territoire israélien, le fait que sur ce territoire, on ait pu réaliser des pogroms et des massacres avec un degré de violence extrême, et c'est la faillite de Tsahal et du renseignement. C'est, j'allais dire, un choc pire encore que celui de 73. Et aujourd'hui, par ailleurs, il y a effectivement une contradiction des buts de guerre. Il n'y a pas de but politique, mais comment est-ce qu'on fait la guerre soit on éradique le Hamas, soit on libère les otages. Il en reste 130, et évidemment, il y a une contradiction frontale. Sur le plan politique, il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, le Hamas est le seul représentant légitime des Palestiniens pour les Palestiniens. C'est encore plus vrai en Cisjordanie, avec les libérations de prisonniers. Et c'est vrai qu'il existe d'autres groupes, mais ces autres groupes sont quand même aujourd'hui complètement sous la coupe du Hamas. Sur l'escalade régionale, comme on l'a dit, c'est un point qui est un peu plus mitigé, c'est-à-dire que les violences en Cisjordanie sont surtout le fait des colons israéliens. Il n'y a pas de nouvelle intifada pour l'instant. Le front Liban-Nord est pour l'instant actif, mais maîtrisé. Syrie, Irak, Iran, Yémen. Yémen, il y a eu quelques tirs qui ont été interceptés par la flotte américaine. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pour l'instant, l'escalade régionale. Sur les accords d'Abraham, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bel et bien suspension, mais là encore, il faut reconnaître que l'Arabie saoudite a suspendu, n'est pas sortie des accords d'Abraham. Donc on voit bien que les dirigeants arabes modérés restent dans l'idée d'arriver à une forme d'accord à terme, mais en revanche, là où le coup est magistral, c'est qu'Israël, avec les bombardements de Gaza, est maintenant totalement isolé sur le front diplomatique. Je rappelle le vote du 27 octobre à l'ONU, 120 États sur 193 à l'Assemblée générale qui prennent position pour une trêve, pour une aide humanitaire inconditionnelle aux Gazaouis, et donc en réalité votent contre Israël. Et derrière, moi, c'est ce qui me frappe, c'est que effectivement, non seulement la question israélo-palestinienne, enfin la question palestinienne que plus personne n'envisageait est repassée au cœur de l'agenda diplomatique et stratégique, ce qui d'ailleurs pose d'énormes problèmes, par exemple, aux Ukrainiens. Mais il y a une vraie victoire idéologique, c'est-à-dire que le Sud dit global, qui n'a de global que son opposition à l'Occident, et Israël a vraiment perdu la bataille idéologique de manière impressionnante. Et finalement, la mémoire de la colonisation éclipse aujourd'hui celle de la Shoah, qui est considérée comme un problème européen et un problème de Blancs. Et les bombardements de Gaza ont maintenant effacé les massacres du 7 octobre. Donc cette victoire dans la guerre de l'information est extrêmement spectaculaire. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe pour la suite. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour faire la paix. On l'a dit, Israël n'a pas de solution politique, en tout cas tant que le gouvernement Netanyahou est en place. Mais d'une certaine manière, le problème va se poser aussi au Hamas. En 1973, après la guerre du Kippour, on avait eu, c'était des États, mais donc Sadat a pris le pari de faire la paix. Il l'a effectivement payé de sa vie. Aujourd'hui, ce que disait Nicole Niesotto est évidemment ce qu'on peut souhaiter, mais ça n'arrivera pas. On ne peut pas sortir les extrémistes du jeu. Ils sont au cœur du jeu. Donc, je pense que le gouvernement Netanyahou sera sanctionné parce que les commissions d'enquête montreront l'ampleur de sa responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre, dans sa cécité volontaire, le fait d'avoir complètement d'avoir sous-estimé le Hamas, d'avoir dégarni complètement les frontières d'Israël pour mettre l'armée au service des colons. Et donc, il y aura une sanction, il y aura sûrement un nouveau gouvernement. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que le fait qu'Israël soit une démocratie va finir quand même par avoir provoquer des éléments de correction. Côté Hamas, j'en doute fort. Mais
Côté Hamas, donc la question, c'est est-ce qu'au sein de ce mouvement, il est possible d'avoir, à côté des militaires, il y a les politiques, et on voit que les politiques sont quand même très intelligents, ça les rend pas plus sympathiques, mais quand on regarde le discours des gens qui sont à Doha, la manière dont ils ont construit ce retour en force, c'est intelligent. Est-ce que le Hamas restera simplement dans le slogan génocidaire de la rivière à la mer, qui est aujourd'hui repris en chœur par les étudiants d'Harvard, ou est-ce que le Hamas peut bouger ? C'est une des conditions. Évidemment, comme il a été dit, l'autre condition, c'est le réengagement des États-Unis et de l'Europe aux côtés du monde arabe modéré pour essayer de pousser ces acteurs à trouver et à s'engager dans une forme de discussion politique. Nicole Nisotto. 3-4 remarques rapides. D'abord, sur les accords d'Abraham. C'était des accords interétatiques dont l'objectif était double. C'est premièrement de mettre de côté la question du peuple palestinien pour régler des équilibres et des rapports de force entre États et de réconcilier Israël avec la majorité des États arabes. Parce que le deuxième objectif, c'était évidemment pas la question palestinienne, c'était l'Iran. Toute la philosophie des accords d'Abraham, celle que Donald Trump les a inventés en 2016, c'était, avec Israël et les États arabes modérés, comme dit Nicolas, avoir une espèce de containment, d'encerclement de la puissance iranienne. Et je pense que le Hamas est intervenu avant que ces accords d'Abraham ne portent vraiment ses fruits. Alors je ne dis pas que l'Iran est derrière, pas du tout, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le vainqueur aujourd'hui, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même un peu l'Iran qui est moins encerclé qu'il aurait dû l'être si les accords d'Abraham avaient tenu leurs promesses. Deuxième remarque, je pense que l'État d'Israël n'est pas en danger. Je veux dire, quand on est un État nucléaire, on n'est pas en danger. Les États arabes sont très conscients. Il n'y a aucune chance qu'Israël disparaisse de la terre. Mais en revanche, ce qui est très, à mon avis, en danger, c'est la démocratie israélienne. Et ça, je crois que c'est notre responsabilité à nous, démocratie, de le dire. Ça ne peut pas être ni Netanyahou, ni l'extrême droite israélienne. Donc je pense qu'il faut être d'autant plus exigeant envers les, entre guillemets, règlements de compte de l'après-guerre, envers Israël, que c'est une démocratie. Maintenant, si on laisse aller les choses et si on dit on ne peut rien faire contre les extrêmes droites et contre la colonisation, alors effectivement, on a perdu. Et troisième petit point, la communauté internationale va être quand même très sollicitée dans les années à venir. Il faut qu'on reconstruise l'Ukraine, à peu près 1 000 milliards d'euros, les dernières prévisions de la Banque mondiale. Il faudra qu'on reconstruise ou qu'on aide à construire cette solution diplomatique de 2 États et donc là aussi mobiliser énormément d'argent. Je crois qu'il faut aussi réfléchir à convaincre nos opinions publiques que c'est pas, que la paix n'est pas gratuite. Dernier mot, pardon Philippe, j'avais dit 3, c'est 4. Je crois que la seule façon de tuer le Hamas, c'est de donner un peu de justice, de sentiment de justice au peuple palestinien. C'est la seule façon de réduire leur influence. Je rappelle que 70% de la population à Gaza a moins de 30 ans et que l'âge moyen à Gaza est de 21 ans. Donc la seule façon de convaincre ces générations qu'il ne faut pas aller dans l'idéologie extrémiste de Gaza, mais essayer de construire quelque chose de politique, c'est d'accepter une certaine justice et la création d'un État. Jean-Louis Bourlanges. Oui, la solution qu'évoquait Nicole et qui est celle que nous partageons tous, que je développais aussi, elle est conditionnée par, en fait, l'attitude de 2 acteurs principaux, qui sont Israël et les États-Unis. Israël n'est pas du tout en humeur de reconnaître pour l'instant 2 États. Ils sont effectivement forts de ce que vient d'évoquer Nicole, c'est-à-dire un sentiment de supériorité militaire absolue. Tsahal est de très loin la première armée de toute la région. Et alors, je ne sais pas si l'arme nucléaire suffit à garantir la sécurité, parce que quand dans 5 ans ou dans 10 ans, les Iraniens seront équipés d'armes nucléaires, enfin tout ça sera incertain, mais enfin ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils refusent la solution à 2 États, et ils sont même prêts à ne pas envisager de solution du tout. Car c'est ça qui est très troublant dans la situation d'Israël, c'est qu'ils ne disent absolument pas ce qu'ils veulent faire. Internationalement, le droit
ils ont le devoir en tant que puissance occupante de s'occuper du Hamas. Or, ils ne veulent en aucune façon, et ce qu'ils ont annoncé dans ce qui a été présenté dans le New York Times, qui est à mon avis l'écho des indiscrétions faites par Blinken à la suite des conversations qu'il a eues avec Israël, c'est qu'ils veulent continuer une guerre très violente jusqu'à la fin de l'année, même un peu au-delà, et ensuite une guerre qui disent moins violente, mais on ne sait pas exactement en quoi, pendant toute l'année 2024. Donc quelque chose de terrible. On a 2 300 000 personnes qui sont là et pour lesquelles ils n'offrent aucune solution. Même chose du côté cisjordanien. Il y a évidemment une pression très forte pour continuer une pression qui est assez profondément inadmissible, faite d'exactions et d'encouragement par la violence au dégagement des paysans palestiniens du côté de la Cisjordanie. Donc pas de solution, mais une force militaire et donc la tentation de s'en tenir sur cette force militaire. Du coup, tout repose sur les États-Unis. Les États-Unis qui ont traditionnellement toujours exercé une influence forte. Ils ont toujours tordu le bras aux Israéliens, ne serait-ce que à notre corps défendant aussi en 1956. Mais à tous les moments, ils ont vraiment imposé des solutions. Là, sont-ils prêts à le faire ? J'en doute. Le président Biden a une attitude très, très sage, très, très prudente, et actuellement, il se sent quand même très, très coincé, et il y a l'idée que dans un an, peut-être, le président Donald Trump pourrait être réélu, ce qui est quand même une information apocalyptique. Ce serait un événement apocalyptique. Mais il pourrait être réélu, et à ce moment-là, les Israéliens se disent on pourra toujours compter sur lui, et on n'aura pas de problème. Donc, le verrou, le double verrou, continue à fonctionner, et c'est ça qui me rend effectivement très perplexe, sinon pessimiste, sur les développements des prochains mois. Je vous remercie. Je vous rappelle que nous allons tout à l'heure, après ce premier enregistrement de cette conversation, nous allons avoir avec le public des échanges dont je ne doute pas qu'ils nous permettront aux uns et aux autres de continuer à développer notre analyse de la situation en Israël. Le deuxième sujet auquel nous avons décidé de nous tenir, nous l'avons intitulé « Les populismes auront-ils l'Europe à l'usure ?» Partout en Europe, les partis nationalistes ou d'extrême droite ont le vent en poupe. En Allemagne, Alternative für Deutschland a progressé jusqu'à devenir le deuxième parti le plus populaire du pays. Son succès polarise la politique locale et il pourrait remporter les élections en Thuringe l'an prochain. Aux Pays-Bas, le 22 novembre, le leader du Parti pour la Liberté, Geert Wilders, a enlevé 37 des 150 sièges de la Chambre basse, une avancée qui renforce le camp des pays menés par l'extrême droite, après celle de Roberto Fico en Slovaquie le 1er octobre. L'année prochaine, l'extrême droite pourrait encore accroître cette influence à l'occasion des élections européennes de juin. En France, les sondages d'opinion n'excluent pas que Marine Le Pen remporte même l'élection présidentielle en 2027. Si la plupart de ces partis sont toujours hostiles aux étrangers, l'expérience britannique a tempéré l'hostilité de certains envers l'Union européenne et ils sont moins nombreux à vouloir abandonner la monnaie unique. Tous expriment de nouvelles inquiétudes, rejetant ostensiblement les politiques de lutte contre le changement climatique qui, affirme-t-il, serait une invention des élites. Ensuite, le soutien dont ils bénéficient a évolué. Selon les calculs de The Economist, dans 15 des 27 États membres de l'Union existent aujourd'hui des partis d'extrême droite qui obtiennent 20% ou plus dans les sondages, y compris dans tous les grands pays, sauf l'Espagne, où les nationalistes de Vox ont essuyé une défaite aux élections de juillet. Près des 4/5 de la population de l'Union européenne vivent désormais dans des pays où l'extrême droite séduit au moins 1/5 de l'électorat. Toutefois, ces partis ont tendance à modérer leurs opinions quand ils sont en position d'endosser des responsabilités gouvernementales, comme le prouve Giorgia Meloni, la première chef de gouvernement d'extrême droite dans un pays d'Europe occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas cherché querelle à l'Europe. Dans les pays nordiques, on constate une tendance similaire. Le Parti des Finlandais et les démocrates de Suède, deux formations nationalistes, se montrent plus pragmatiques depuis qu'ils ont soit intégré, soit accepté de soutenir une coalition au pouvoir. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Le spectre de l'extrême droite hante de nouveau l'Europe, qui se retrouve un peu comme dans les années 30. En 1918, la démocratie avait gagné. La guerre ne devait plus revenir
Et en 1930, dès la fin des années 30, on avait une majorité de régimes autoritaires ou totalitaires sur le continent. Tout a été dit sur la vague d'extrême droite aujourd'hui. Les Pays-Bas, normalement, c'est le pays le plus libéral d'Europe, victoire de l'extrême droite. Madame Meloni est au pouvoir en Italie, Monsieur Fico en Slovaquie. En Allemagne, l'AfD représente 20% des voix, le Rassemblement national 28%. En France, on a eu des émeutes à Dublin contre l'immigration. Finalement, le seul pays qui semble aujourd'hui préservé, c'est le Royaume-Uni, mais faussement, parce qu'en réalité, c'est parce que les populistes ont pris le contrôle du Parti conservateur à travers le Brexit. Et puis, comme on l'a dit, il y a la perspective du retour de Trump au pouvoir qui donnerait un coup d'accélérateur formidable. Alors, que se passe-t-il ? On a toujours la logique du ressentiment, de la défiance, le côté nationaliste et xénophobe. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est différent de la première vague de 2015 et 2016. C'est différent d'abord par le niveau et par l'arrivée au pouvoir, notamment en Italie. C'est quand même très spectaculaire. Et l'Italie, comme vous le savez, est souvent le laboratoire pour le meilleur ou pour le pire, souvent pour le pire, de ce qui peut se passer dans les démocraties. C'est l'Italie qui avait inventé le fascisme, et puis Berlusconi... La démocratie chrétienne aussi. Berlusconi, ça c'était le meilleur évidemment, et Berlusconi a inventé la fusion des gens très riches, des démagogues et du contrôle des médias. Sur les moteurs maintenant, évidemment on a toujours l'immigration, mais ce qui est intéressant c'est que l'économie est de plus en plus présente, avec le choc de l'inflation, le choc sur les systèmes de retraite et sur l'immobilier, de la hausse des taux. Et puis, il y a la rébellion contre la transition écologique. Ça, c'est tout à fait neuf. Aux Pays-Bas, c'était clair. Timmermans incarnait le Green Deal et il y a eu un refus et incarnait aussi le pacte pour la migration. Et là-dessus, il y a eu une opposition qui a été très nette. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces partis sont en train de changer et qu'on peut dire que l'extrême droite est en train de devenir centrale. Et ce qui rend la situation très compliquée. Pourquoi ? Parce que ces partis se recentrent, on l'a dit, on le voit avec Madame Meloni. En fait, c'est la fin. Sur l'économie, c'est plutôt raisonnable. Et surtout sur l'Europe, c'est plus du tout une stratégie de sortie de l'Europe, c'est une stratégie de prise de contrôle de l'Union, de réorientation de ses valeurs, de ses institutions et de ses politiques. Et on verra ce que ça donne au scrutin européen de l'an prochain. Mais pour l'instant, l'extrême droite peut avoir au moins une centaine de sièges dans le Parlement européen. L'autre aspect, c'est qu'avec ce recentrage, il y a une banalisation auprès des opinions publiques. Ces opinions, par ailleurs, se droitisent. Et puis enfin, il y a une faillite des partis modérés qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à proposer des solutions aux problèmes des électeurs. Alors, est-ce que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite est fatale ? Je ne crois pas, mais ça veut dire des remises en question importantes. D'abord, il faut répondre aux questions qui sont posées sur l'économie, sur la transition écologique, arrêtée avec l'écologie punitive, et sur l'immigration. On peut tout à fait avoir des résultats. Je rappelle qu'au Danemark, avec un changement de politique migratoire, contrôle des flux, mais une politique d'intégration extrêmement active, l'extrême droite est passée de 21 à 2%. On peut donc avoir des réponses compatibles avec l'état de droit. En Pologne, le PiS, alors qu'il contrôlait les médias, qu'il contrôle la justice, qu'il a mis une pression monstrueuse sur la société, le PiS a été battu. Et donc, on voit qu'il existe aujourd'hui des anticorps. Mais le premier anticorps, il faut y insister, c'est le fait de maintenir l'état de droit. Ça a été, à la limite, à la fin du premier mandat de Donald Trump, c'est la grande inquiétude pour un éventuel deuxième mandat de Trump. Et c'est vraiment autour, je pense, de ces valeurs qu'il faut aujourd'hui essayer de travailler, avec l'idée que quand on regarde Italie des années 20, Allemagne des années 30, le vrai basculement se fait toujours avec la destruction de l'état de droit qui précède des élections qui sont des élections sous influence. Marc-Olivier Padis. Nicolas a déjà dit beaucoup de choses. Une remarque préalable et puis 2 points. La remarque préalable, c'est certes, il y a une vague, mais tout de même, il faut noter
ce qui ne va pas exactement dans le sens de la vague. D'abord, le PiS a été battu en Pologne, Vox a reculé en Espagne, et en Allemagne, par exemple, l'AfD est en progression, mais dans les sondages, et pas du tout aujourd'hui dans des élections. Alors, première remarque, d'abord, un peu quelques caractéristiques transversales de ce mouvement qui existe malgré tout, malgré ma remarque préalable. Les caractéristiques transversales de ces différents pays européens, premièrement, c'est la volatilité des comportements électoraux. C'est tout à fait frappant aux Pays-Bas. L'élection s'est jouée dans les 10 derniers jours. Geert Wilders a participé à un débat télévisé et il s'est imposé comme ça. Et donc, dans un contexte de volatilité électorale, le taux de participation est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, si la participation est faible, la situation politique peut basculer avec presque rien. En Pologne, ce qui a permis à Donald Tusk de l'emporter, c'est que le taux de participation a été le plus élevé depuis la sortie du communisme, plus élevé même qu'en 1989. Donc c'est une condition de stabilité, c'est la participation. Deuxième caractéristique, la polarisation des opinions publiques. Ce qui fait le terreau de l'extrême droite dans tous les pays européens, c'est le fait que les opinions publiques sont de plus en plus polarisées et qu'elles sont polarisées du fait de transformations, notamment du système d'information avec les chaînes d'information continue, les réseaux sociaux, mais aussi du fait de campagnes d'entrepreneurs de polarisation publique, soit localement, comme en France, on a des agitateurs politiques qui investissent des thèmes politiques qui cherchent à diviser le plus possible les Français, mais aussi des manipulateurs extérieurs comme la Russie qui utilisent des moyens d'influence pour promouvoir les thèmes les plus polarisants. Troisièmement, recomposition de l'offre politique à travers tout le continent. Aux Pays-Bas, c'est étonnant, comme c'est des partis, comme le parti agrarien qui a émergé aux élections sénatoriales de l'année dernière à cause, pour contester une réforme qui visait la réduction des émissions d'azote d'une agriculture intensive extrêmement polluante, finalement a émergé et puis a fait un très faible score, ou en tout cas beaucoup plus faible que celui anticipé dans les élections qui viennent d'avoir lieu. Ou par exemple, en Espagne, le parti Ciudadanos a émergé puis disparu pratiquement, comme ça, en une dizaine d'années. Vous avez des phénomènes extrêmement importants. Dans les changements de l'offre politique, il y a aussi des sujets qui émergent très très fort, comme la transition environnementale. On a cité le cas de l'azote aux Pays-Bas, mais en Allemagne, ce qui fait aujourd'hui la force de l'AfD, c'est qu'il y avait un projet de loi pour interdire les chaudières à gaz, et ça a été très très mal reçu par l'opinion. Et puis, sans être exhaustif, autre élément de la recomposition de l'offre politique, c'est la fin du cordon sanitaire entre les partis conservateurs et l'extrême droite, avec des situations d'alliance. Alors, on arrive à une cartographie de l'Europe qui est assez différente. On était habitué à une Europe, disons, où on avait repéré le groupe un peu des eurosceptiques qu'on appelait le groupe de Visegrad, avec la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Bon, aujourd'hui, la Pologne rejoint le coin pro-européen avec Donald Tusk. En République tchèque, c'est aussi des pro-européens qui sont au pouvoir. Donc le groupe de Visegrad s'est brisé. Et on avait un autre groupe qui était le groupe dit des frugaux, emmené par les Pays-Bas, avec l'Autriche, le Danemark et la Suède. Mais aujourd'hui, effectivement, aux Pays-Bas et en Suède, on risque d'avoir... Enfin, on a en Suède une coalition où l'extrême droite ne participe pas, mais pèse beaucoup sur les choix du gouvernement. Et aux Pays-Bas, on peut avoir une coalition, elle n'est pas faite non plus. Ça va prendre très longtemps. Donc, on a une cartographie européenne qui change très rapidement. Nicole Disotto. Alors moi, je vais prendre un point de vue complètement différent, qui est parmi les raisons qui poussent à la montée de l'extrême droite, il y a malheureusement la désinvolture des institutions européennes. Je donne 3 exemples. Premièrement, normalement, après les élections, en juillet 2024, la présidence doit revenir à la Hongrie. Et à Bruxelles, tout le monde dit, bah oui, c'est dommage, c'est comme ça, Orban sera en président, on ne peut rien faire. C'est faux.
C'est parfaitement faux, ça n'est pas dans le traité de Lisbonne. C'est une décision du Conseil qui date de juillet 2016, après le départ des Anglais, on a refait la liste des présidences, et donc une décision du Conseil peut être défaite par une autre décision du Conseil. Le Parlement européen a émis en juillet de cette année une résolution, le 1er juin 23, demande au Conseil de trouver une solution et rappelle que le Parlement pourrait prendre des mesures appropriées si une telle solution n'est pas trouvée. Comment un État sous procédure article 7, c'est-à-dire article 7, c'est des sanctions contre un État qui ne respecte pas l'État de droit, comment un État sous procédure article 7 peut être en présidence de l'Union européenne? Premier point, donc c'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. Deuxième point, les élections du 9 juin prochain. À Bruxelles aussi, on se dit, oh là là, c'est vrai, l'extrême droite va progresser. La dernière étude que j'ai vue parle d'une progression de 30% des deux grands partis d'extrême droite, Identité et Démocratie, et l'autre, CRUS, je ne sais plus comment on dit les acronymes. Mais à Bruxelles, on se rassure en disant, mais de toute façon, ils n'auront pas la majorité, parce qu'actuellement, ils ont à peu près 150 voix. La majorité, c'est 405 sur 705. Donc, ils n'arriveront pas à la majorité. Les partis traditionnels, les 4 grands partis, droite, gauche, centre, vert, garderont la majorité. Donc, c'est fort dommage que ça monte. Mais ce n'est pas inquiétant, on continuera comme avant. Moi, je trouve que là aussi, c'est parfaitement irresponsable. C'est très inquiétant, même s'ils n'ont pas la majorité, il ne faut pas se réjouir. Et dernier point, enfin, et je dis tout ça non pas parce que je suis une vraie européenne, et je trouve scandaleux que les institutions ne soient pas à la mesure de ce qui se passe. Dernier point, quand on regarde les partis d'extrême droite et les différents mouvements, ils sont très différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est l'anti-immigration et l'anti-musulman. Ça, c'est vraiment le point. Mais sinon, à part quelques mouvements, dont la France, dont le Rassemblement national, ces mouvements, et notamment Mme Mélanie, et notamment monsieur, j'arrive pas à prononcer son nom, mais comme j'ai moi-même un nom imprononçable, ça m'est égal, le Pays-Bas, ces mouvements sont ultra-libéraux en économie. Et donc, la tendance des institutions européennes, par exemple aujourd'hui à Bruxelles, c'est de dire, finalement, Mme Mélanie, on arrive à s'entendre avec elle, c'est pas si dramatique. Et donc, je trouve qu'il y a une tendance à Bruxelles de condamner l'extrême droite seulement si elle est antilibérale, et non pas sur les valeurs européennes. Et préférer le marché à la défense de la démocratie, là aussi, c'est une faute des institutions. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est un immense débat qu'on doit aborder de façon très brève, mais c'est ma spécialité. D'abord, je ferai une remarque archéologique pour être bref. C'est que je crois que tout cela est quand même le produit de la victoire idéologique d'il y a des années 90, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, où on a progressivement remplacé le débat idéologique, la confrontation sur les idées, sur les projets, par un débat identitaire. Au lieu de poser la question « que voulons-nous ? Que faisons-nous ? Que pensons-nous ?», on répond « qui sommes-nous ? Et nous ne sommes pas comme vous, donc nous sommes indépendants. » Et ça, c'est l'origine de ce que j'appellerais un wokisme transpartisan. Le wokisme, c'est ça, c'est de dire que ce qui compte, c'est pas la personne, c'est le groupe. C'est le groupe, vous êtes mâle, dominant, vous êtes femelle, dominé, vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes catholique, vous êtes musulman. C'est le point commun entre Mélenchon et Zemmour. Vous avez effectivement une sorte d'identitarisme. Et ça fait des ravages extrêmement profonds. Évidemment, ça conduit les partis qui s'en réclament à être non démocrates, parce que la démocratie, c'est le contraire. C'est la personne, c'est l'individu, c'est la délibération, c'est l'idée que le monde est fait par des êtres de raison et de jugement qui ont une morale, qui savent distinguer le bien et le mal, et qui cherchent à s'instruire et à trouver la bonne solution. Donc on a une mise en cause très profonde et très générale, et qui ne fait que s'aggraver, et ça explique que même si on est modéré, comme Madame Le Pen, etc., en réalité, les arrière-pensées sont beaucoup moins modérées. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Et si tu hantes Orban, et si tu hantes Poutine, tu n'es pas un vrai démocrate. C'est évident. Si on ne comprend pas que le poutinisme ou l'orbanisme ou l'erdoganisme ne sont pas chargés de poisons véritablement toxiques, on ne peut pas être un véritable démocrate. Or, c'est ça qui se produit, c'est l'effondrement, d'où l'anti-européisme. Parce que qu'est-ce que c'est que l'identité européenne ?
c'est l'idée que des sociétés très différentes culturellement sont unies par un corpus de valeurs qui sont précisément cette démocratie libérale, ce respect des droits, la séparation des pouvoirs, l'autonomie de l'université, etc. Donc là, il y a un arrière-plan qui est tout à fait dur et qui, indépendamment du fait qu'on soit modéré ou pas, est effectivement quelque chose de très inquiétant. La deuxième remarque, ce qui me paraît différencier l'extrême droite aujourd'hui de ce qu'elle était dans les années 30, et ce n'est pas pour faire l'éloge de l'extrême droite des années 30, tant s'en faut, mais c'est une idéologie du renoncement. Ce qui me frappe, c'est que traditionnellement, l'extrême droite, c'est dire, voilà, on va y aller les gars, un peu d'autorité, un peu d'ordre, des petits gars en rang par 4, et on va sauver le pays, etc. Alors, on fait en général que des bêtises dans ces cas-là. Là, c'est pas du tout ça. C'est notamment, regardez le programme du Rassemblement national, c'est on refuse tout changement sur le climat, on refuse toute résistance à M. Poutine, on refuse toute mobilisation économique et sociale, on se plaque sur les idéologies les plus laxistes, proches d'ailleurs de celles de LFI, donc on a quelque chose de très troublant. C'est qu'en réalité, ce n'est pas du tout une idéologie du sursaut, du renouveau, c'est une idéologie totalement démagogique. Bon, et troisième chose... La suite viendra dans notre deuxième... Remarque, très rapidement, c'est la division. Ça a été dit. Ce qui me paraît frappant, c'est que l'extrême droite est, heureusement, divisée entre des gens qui sont géopolitiquement, parce que c'est la différence géopolitique qui est centrale. Il y a des gens qui sont du côté de Poutine, et puis des gens qui sont du côté de l'Europe et de l'Occident, notamment sur la question ukrainienne. Un mot pour dire... Plus de mots. Un mot de Nicolas. Je raconterai tout à l'heure. Exactement, tout à l'heure, comme ça va finir. Nicolas Bavrez. Non, sur la négligence, le déni et puis effectivement le renoncement, je voulais juste vous lire la fin de la conférence de Husserl en 1935 à Vienne sur la crise de la philosophie européenne. Husserl a donc été exclu de l'université allemande. Les nazis sont arrivés au pouvoir 2 ans avant. Heidegger, qui était son élève, a rayé la dédicace qu'il lui avait faite de Sein und Zeit. Et voilà comment il finit cette conférence de mai 1935 à Vienne. C'est la dernière fois qu'il a eu l'autorisation de quitter le territoire allemand. La crise de l'existence européenne ne peut avoir que 2 issues. Ou bien le déclin de l'Europe, devenue étrangère à son propre sens rationnel de la vie, la chute dans la haine spirituelle et la barbarie. Ou bien la renaissance de l'Europe grâce à un héroïsme de la raison. Le plus grand danger pour l'Europe, c'est la lassitude. Vous voyez que tout est dit. Bravo. C'est vraiment la différence entre merci beaucoup. la lassitude Husserl a parlé ou pour l'héroïsme lui-même. de la raison. Merci beaucoup, Nicolas. Husserl parle tout seul. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, qui, comme leur nom l'indique, ne doivent pas être longues, et que j'ouvrirai avec plusieurs petits morceaux. La première pour vous dire que Henry Kissinger est mort il y a peu de temps. Nous avions consacré une thématique avec Jérémy Gallon, thématique du 24 juillet 2022, que vous trouverez facilement sur notre site. La deuxième remarque, c'est de vous rappeler qu'il reste que quelques 3 semaines et demie pour contribuer à notre financement et que nous en avons besoin, toute honte bue. La troisième, c'est pour vous rappeler que le Salon du Livre à l'École alsacienne a lieu le vendredi 8 décembre et qu'il y a 140 auteurs qui seront là. Et puis enfin, un mot pour souligner que Richard Verly, notre ami suisse, dirige pour un éditeur belge, Nevikata, une collection baptisée « L'âme des peuples ». Ce sont de courts volumes d'une centaine de pages qui traitent aussi bien de pays, la Suisse, l'Australie, le Liban, l'Indonésie, l'Afghanistan, que des régions, la Crète, le Danube, la Provence, ou des villes, Grenoble et dans la dernière livraison, Venise. Je me suis attaché au livre consacré au Monténégro, sous la plume affectueuse pour ce pays de Jean-Arnaud Derens. Dans mon imaginaire, le Monténégro était un pays proche de la Moldavie. C'est plutôt, et c'est ce qui le rend intéressant, un concentré de ce qui se passe à l'est de ce qui fut le rideau de fer. On y rencontre, ça c'est l'aspect Sildave, un improbable roi qui ne règne pas, quoique sa généalogie royale remonte en ligne directe à 1516. Il a étudié à Paris, aux Beaux-Arts, où il vivait tranquille, jusqu'à ce qu'il entreprenne son premier voyage dans le pays de ses ancêtres, où les foules se sont pressées pour le prier de les aider à sortir du marasme
où les avait plongés la sortie de la Yougoslavie, puis la guerre des Balkans. Depuis, il s'emploie à éviter que le Monténégro ne tombe dans les mains de ceux, mafieux russes ou hommes d'affaires français, qui voudraient en faire une sorte de Monte-Carlo et la base de différents trafics. Ça n'est pas un petit travail que de construire un État dans un pays soumis à de pareilles pressions, sans compter les difficultés qui tiennent aux divisions entre orthodoxes musulmans et catholiques. Dans cette entreprise, l'adhésion à l'Union européenne, à laquelle le Monténégro est candidat, joue un rôle non négligeable et là aussi, le minuscule exemple monténégrin permet de bien voir ce que l'arrimage au continent européen représente comme bouclier et comme promesse possible. Marc-Olivier Padis. J'ai lu avec intérêt, et je vous recommande, un livre de Jean-Maurice Ripert, Diplomatie de combat. Ce sont les mémoires d'un diplomate aux presses de la cité Perrin. Donc Jean-Maurice Ripert est un diplomate qui vient de prendre sa retraite, et donc il présente un peu son parcours dans ce livre qui est très intéressant. Il fait partie des diplomates, comme le titre l'indique, convaincus de devoir mener un certain nombre de combats, notamment pour les droits de l'homme. Il a été très actif, notamment au moment de la guerre de Bosnie. Il a été directeur des Nations Unies au ministère des Affaires étrangères. Il a suivi la guerre en Irak. Il a suivi les catastrophes naturelles, le Pakistan. Enfin, il a été très actif dans ce registre un peu de défense des droits de l'homme. Et il a achevé sa carrière par 2 postes successifs à Moscou et à Pékin. Et donc, il connaît très bien aujourd'hui la situation russe et chinoise, qu'il décrit parfaitement bien, et encore mieux la question d'un éventuel axe Moscou-Pékin qui le laisse pour sa part plutôt sceptique, même si on en parle beaucoup. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'avais fait proposer 3 brèves. Je comprends que je n'en ferai que 2 et brévissimes. Rassurez-vous, je ne parlerai pas. Je voulais parler de Kissinger et de nous, mais je ne parlerai pas de ça. Je voudrais recommander à Noël 2 livres. D'abord, cette formidable bande dessinée, Histoire de Jérusalem, de Vincent Lemire et de Christophe Gaultier. Vincent Lemire est un admirable analyste de la situation du Moyen-Orient. Cette bande dessinée est quelque chose d'extraordinaire. Je vous recommande vraiment de l'offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, pour les fêtes de Noël. C'est une formidable initiation à ce drame que nous vivons et en même temps à cette histoire absolument magnifique qui est celle de Jérusalem. Et deuxièmement, je voudrais vous recommander aussi le livre de notre ami Vincent Duclerc, qui avait fait notamment ce rapport extrêmement remarquable sur le génocide au Rwanda, qui vient de publier un livre sur l'Arménie, un génocide sans fin, le monde qui s'éteint. L'Arménie, c'est très important. L'Arménie, c'est l'oublié au carré de la crise du Moyen-Orient. L'oublié, c'est l'Ukraine, et l'Arménie, c'est l'oublié au carré, celle qu'on oublie encore un peu plus. Je puis vous dire, je suis très attentivement la situation en Arménie, elle est très très dangereuse, très menaçante. Le déséquilibre des forces au profit de l'Azerbaïdjan est évident. À tout moment, l'Azerbaïdjan peut essayer d'en finir avec l'Arménie. C'est une histoire dont nous ne sommes pas quittes. Nous devons être vigilants. L'Europe commence un tout petit peu à se réveiller, mais elle vient d'une telle torpeur que ça se voit à peine. Lisez le livre de Vincent Duclerc sur l'Arménie. Rappelez-vous, vous ne devez pas oublier Erevan. Nicole Nisotto. Moi, je voudrais vous conseiller de courir à l'Odéon pour voir l'Andromaque monté par Stéphane Braunschweig. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vois au sourire de Philippe. On n'est jamais d'accord sur le théâtre, lui et moi. Mais en tout cas, une amie très liée au théâtre professionnellement, sans être comédienne, dit: si vous aimez les Alexandrins qui font entre 7 et 12 syllabes, allez à l'Odéon voir l'Andromaque. Ne l'écoutez pas. C'est une pièce, c'est une mise en scène exceptionnelle. On connaît tous l'histoire d'Andromaque. Ne nous raconte pas Andromaque. Non, mais attends, je vais passons au t'expliquer déluge. pourquoi c'est exceptionnel. Donc c'est Oreste, aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector et qui est mort. Et sur cette espèce de nœud de vipère, de passion brutale, sanglante, atroce, mais d'une violence phénoménale, la mise en scène est d'une épure, d'une sobriété,
d'une transparence exceptionnelle. Et le contraste entre les deux donne à ces alexandrins une aura, une audience qu'on n'a jamais l'habitude d'entendre, même aux Français. Je n'écoutais pas Philippe Meyer, avec qui n'est jamais d'accord avec moi sur le théâtre. C'est vraiment... Alors, moi, j'ai lu beaucoup... Grosso modo, je pense qu'on a compris que tu incites les gens à aller voir Andromaque J'insiste. qu'on va donc passer à Nicolas. Mais oui. Vous êtes allé hier, c'est ça? Moi, je voulais vous recommander le roman de Gaspard Koenig, Humus. Il y a des romans qui arrivent à éclairer vraiment des grands aspects ou des grands problèmes politiques. Il ne fait pas de doute que l'écologie en est un. Et ce roman est vraiment très, très réussi. C'est un vrai roman. On apprend beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'il est possible de se passionner pour les vers de terre, ce qui paraît a priori improbable. Et ça nous rappelle, pour revenir à certains des thèmes que nous avons traités, que contrairement à ce que d'aucuns prétendaient, la Terre, elle aussi, peut mentir. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui s'occupe du site, et tout le monde se demande s'il existe ou pas. Bien, il existe, il est là, on le voit aujourd'hui. Allez, lève-toi, que tout le monde sache que tu Lève-toi, Nicolas. Olivier Magloire, qui s'occupe de tout ce qui touche à nos plateformes de financement, Laurie Galigani et Christian Sori, qui assurent l'enregistrement et le mixage de cette émission, et puis Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la diffusion de l'enregistrement des échanges que nous allons avoir, dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public, et je remercie une nouvelle fois l'École alsacienne de son hospitalité. À tout de suite pour l'enregistrement des échanges.